Eh ben bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de nos rendez-vous éclairage, une rencontre qui a lieu une nouvelle fois en public et que vous pouvez également voir et revoir sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université. Alors éclairage, vous le savez si vous nous suivez régulièrement, c'est une rencontre, un espace de discussion entre les chercheurs et chercheuses de Sorbonne Université et d'ailleurs, autour de leurs travaux et de la façon dont ces derniers nous permettent de mieux comprendre le monde. Et souvent, c'est d'ailleurs presque un poncif, tellement ça peut paraître évident, regarder en arrière, remonter le fil de notre histoire commune, eh bien ça permet de mieux saisir ce qui agite nos sociétés aujourd'hui. Et c'est tout le projet de cette discussion, puisque nous allons ce soir remonter le temps et nous intéresser à l'Antiquité avec cette question. L'Antiquité reste-t-elle d'actualité? Qu'est-ce que le monde antique, ses systèmes, ses hommes, ses idées peuvent nous enseigner sur le temps présent? On va en parler avec nos trois invités. François Lefebvre, bonsoir. Vous êtes historien, professeur d'histoire grecque à Sorbonne Université, membre du labo Orient et Méditerranée. Les étudiants en histoire et les amateurs connaissent bien votre histoire du monde grec antique, qui est devenu un classique. Et vous avez signé l'an dernier ce livre, Histoire antique, Histoire ancienne, point d'interrogation. C'est paru aux éditions Passé Composé. À vos côtés, Raphaël Dohan. Bonsoir Raphaël. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes magistrat au tribunal administratif de Paris, ancien élève de l'ENS et de l'ENA, agrégé de lettres classiques, alumnus de Sorbonne Université. Vous avez signé, vous, ce livre en 2019, Quand Rome inventa le populisme, c'est paru aux éditions du Cerf, et vous venez de publier cet autre livre qui s'appelle Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours, et lui, il est paru chez Passé Composé. Et puis enfin, Charles Pépin, bonsoir. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, écrivain, professeur de philosophie. On peut vous lire régulièrement dans la presse, vous entendre à la radio sur France Inter l'été sous le soleil de Platon et vous suivre en podcast. Une philosophie pratique, c'est le nom de ce programme que vous signez pour Spotify. Et on vous retrouve aussi évidemment en librairie, côté livre et côté BD, puisque vous avez notamment co-signé avec le dessinateur Jules cette bande dessinée, 50 nuances de grec. Il y a 2 tomes, si je dis pas de bêtises, qui sont parus chez Dargaud en 2017 et 2019. Et il y a une adaptation qui est visible sur Arte tous les soirs. Et votre dernier livre, il s'appelle La rencontre, une philosophie. Il est sorti en 2021 chez Alary. C'est bon, j'ai tout dit? Oui, c'est parfait. C'est pas mal, super. Actualité oblige, chers amis, j'ai envie qu'on commence par la question du sport, qui est forcément un petit peu omniprésent en ce moment avec la Coupe du Monde de football. Alors, on nous dépeint régulièrement aujourd'hui le sport comme étant gangréné par le business, loin des valeurs classiques qui en auraient fait une pratique noble. Est-ce qu'il était aussi pur que cela, le sport, à l'époque antique? François Lefebvre. L'homme est l'homme. Donc, dès l'instant qu'il y a manifestation de foule, de masse, des enjeux individuels, des enjeux collectifs, il peut y avoir des dérives. Alors, dans l'Antiquité, on dira qu'au niveau du business, il y a à mon avis, 2 illustrations possibles. Chez les Grecs, ça se passe à l'occasion de ce qu'on appelle les panégyries, c'est-à-dire les foires qui drainaient un commerce considérable pour l'époque et qui accompagnaient donc les manifestations. Alors l'exemple standard, on le trouve dans les Actes des Apôtres à propos de saint Paul qui, lorsqu'il est à Éphèse, au moment des concours des Éphésias, défraie la chronique parce qu'il est en train de convertir toute la population à la nouvelle religion. Et les fabricants de petites reproductions du temple d'Artémis, qui est une des 7 merveilles du monde, s'inquiètent du fait que bientôt ils ne pourront plus vendre leurs colifichets divers et variés. Ce à quoi saint Paul leur répond quelque chose du genre « c'est pas grave, vous ferez des églises à la place ». C'était pas encore le moment. Et à Rome, c'était surtout par le biais des paris autour des courses qui généraient sans doute pas mal d'activités, de passion et même d'argent, encore qu'on puisse pas quantifier. Oui, en fait, ce qui est intéressant avec le sport dans l'Antiquité, c'est moins peut-être le lien avec l'argent lui-même qu'avec la politique et le pouvoir. À Rome, c'est vraiment particulièrement visible. Je laisserai peut-être François en parler pour la Grèce, parce que beaucoup plus qu'aujourd'hui, même si on dit déjà aujourd'hui que le sport est politique, mais c'était encore plus visible et plus directement visible dans l'Antiquité, notamment parce qu'en fait, le sport, que ce soit les combats de gladiateurs, les courses du cirque, et ce jusqu'à l'époque byzantine d'ailleurs, sont un des endroits où le prince, le pouvoir, peut être directement dans le même endroit que le peuple réuni en foule. Et donc c'est souvent des occasions pour le peuple de manifester soit son soutien, soit son mécontentement face au prince. Et ça arrive d'ailleurs que des empereurs sentent la température de la foule et changent de décision parce qu'ils ont vu que telle ou telle idée était impopulaire. Donc c'est un vrai pouvoir aussi que donne le sport par le fait qu'il rassemble en fait l'ensemble de la cité, au-delà même de l'aspect purement sportif qu'il y a derrière.
Oui, le cirque, c'est un institut de sondage. Charles, sur cette question du divertissement, je vous prête mon micro du coup. Mais j'en ai un, non? Je crois que j'avais un micro. Vous avez un micro, mais pour qu'on vous entende dans la, Ah oui, pardon. dans la salle. Oui, bah j'ai l'impression qu'il y a des invariants, effectivement, et notamment cette idée de réunir les humains comme ça pour leur faire penser à autre chose que ce qui pourrait les faire protester et se rebeller. Mais en revanche, j'ai une question à poser aux spécialistes, dont je ne suis pas. Est-ce qu'il y avait déjà à l'époque l'utilisation du sport pour recréer un assentiment qui était défaillant? Ah oui. Oui, voilà. Bien sûr. C'est très très net. Il y a deux dimensions différentes. À Rome, c'est tout à fait vertical. C'était, comme l'a bien dit Raphaël, c'est surtout illustré à l'époque impériale, c'est-à-dire que c'est le prince qui, à l'occasion, d'ailleurs c'était un monopole impérial, l'organisation d'un certain nombre de manifestations, et donc c'est le prince qui mesure sa popularité à l'occasion de ces manifestations. En Grèce, c'est tout à fait différent. La dimension internationale est primordiale, et là, chaque athlète est véritablement le représentant de sa cité et veut faire briller sa cité aux yeux des autres. Mais Rome est un monde totalement unifié. La Grèce, c'est un monde totalement éclaté. Et donc les perspectives sont différentes. Puis on peut ajouter une chose, c'est que à Rome, alors même à la fin de l'époque républicaine, avant que ça devienne effectivement quelque chose de massif à l'époque impériale, le fait d'organiser des spectacles sportifs, c'est aussi un moyen de faire des campagnes électorales pour les politiciens. Et donc à l'époque de César, Pompée, etc., on les voit tous essayer de donner les plus gros spectacles sportifs. C'est un peu comme si aujourd'hui, pendant la campagne présidentielle, on voyait chaque candidat qui disait « je vais vous organiser le match de foot que vous avez jamais vu de votre vie », et chacun dépense son propre argent d'ailleurs pour le faire. Mais d'ailleurs, on va y venir, non? Parce qu'il me semble que la classe politique est un peu en manque d'idées. Est-ce que vous ne croyez pas finalement, il y a dans pas mal de régions, par exemple de France, le club de foot local est lié à un parti politique, il est lié à un roitelet local? Est-ce que c'est si différent? C'est tellement peu différent que alors, là je pense que ça fait penser à un exemple de l'Empire byzantin plutôt. Il y a eu une sédition qui s'appelle la sédition Nika sous l'empereur Justinien, qui est connue parce que justement elle impliquait deux factions des courses de chars, les bleus et les verts, qui en fait incarnaient non pas seulement deux équipes de sport, mais en fait carrément des quartiers, voire des catégories de population avec leurs caractéristiques propres. Et en fait la révolte a eu lieu à l'occasion d'une course de chars, mais elle impliquait en fait des considérations politiques beaucoup plus larges. À Athènes aujourd'hui, les Verts, le Panathinaïkos, le club du centre, et le club, on dira, de la droite conservatrice, alors que l'Olympiakos du Pirée, qui joue naturellement en rouge, est le club progressiste, enfin se voulant comme tel. Alors, puisqu'on parle d'actualité, une autre actualité importante et sur laquelle d'ailleurs vous avez tous les deux réagi récemment, c'est évidemment la guerre en Ukraine qui nous a rappelé la possibilité du conflit en Europe. Quel rapport on entretient justement avec le conflit, avec plus généralement la difficulté de maintenir des unions nationales et internationales à l'époque antique? C'est une question qui revient régulièrement. Alors Thomas, tu veux parler de ce qu'a proposé Gianni Infantino à l'occasion de la Coupe du Monde, là, de cette histoire de trêve, ou plus généralement? Plus généralement. On peut s'éloigner du sport un instant, même si on peut y revenir. Alors, la question est très très vaste. Tout à fait. Ça tombe bien, nous avons un peu de temps. Elle sera essentiellement grecque, hein, Raphaël, je pense, là. Alors, il faut partir de l'idée, je le rappelle à tout le monde, que chez les Grecs, nous avons 1 millier à peu près de cités-États indépendantes qui passent leur temps à vouloir se faire la guerre, à se dominer les unes les autres, etc., etc. Donc des échelles de grandeur qui sont tout à fait différentes de ce que nous connaissons. La plus grande d'entre elles, Athènes, c'est à peu près l'équivalent d'un canton suisse, en gros. Bien. Ça ne veut pas dire qu'elles ne reproduisent pas en petit à peu près tous les comportements que nous connaissons aujourd'hui. Alors, il y a eu une volonté de dépasser ce niveau de 3 manières que nous retrouvons aujourd'hui. Il y a les alliances donc supranationales, internationales de type militaire, format OTAN, la première et seconde confédération maritime athénienne, qui sont des armes de guerre en fait au service de l'hégémonie athénienne, comme l'OTAN est au service d'une autre hégémonie. Il y a ensuite les ligues de type politique. Alors là, on pourra songer à l'Europe. C'est par exemple à l'époque hellénistique la Ligue achaïenne,
dans le Péloponnèse, qui finit par englober toutes les cités du Péloponnèse, avec des institutions qui n'auraient d'égal que le maquis bruxello-strasbourgeois, assemblée primaire, conseil représentatif, commission, un stratège, monnaie unique évidemment, et avec difficulté une force militaire tout de même, et des cas ressemblant étroitement à notre Brexit contemporain. Et puis enfin, les organismes de régulation internationale, donc on peut songer là à l'ONU, surtout illustré autour de Delphes, du grand sanctuaire de Delphes, avec cette association qu'on appelle l'Amphictyonie, qui au départ avait des attributions totalement religieuses, mais comme le religieux et le politique ne sont jamais très éloignés l'un de l'autre, évidemment ça a fini par déborder, qui a pu produire par exemple des normes sur le code de la guerre, interdisant par exemple qu'on détruise les villes de l'ennemi, qu'on coupe les eaux, etc. Bref, ce qui aujourd'hui constituerait des crimes de guerre. Et donc voilà, en petit, parce que l'Amphictyonie c'est une ellipse de 300 km à peu près, mais des comportements qui sont étonnamment voisins des nôtres. D'ailleurs, Démosthène considère l'Amphictyonie exactement comme Charles de Gaulle considérait l'ONU, c'est-à-dire un machin. Raphaël, sur cette question. Alors, une chose qui m'a frappé avec la guerre en Ukraine récemment, c'est ça a rappelé quelque chose qui m'a toujours étonné dans les guerres antiques, c'est la disproportion entre les vainqueurs et les vaincus en termes de nombre, notamment. C'est-à-dire qu'on voit des batailles, alors je pense aux batailles d'Alexandre par exemple, où ils sont à 1 contre 10, et puis en fait, les victimes des deux côtés sont inversées, c'est-à-dire que le vainqueur, alors même qu'il est en infériorité numérique, a un nombre de victimes extraordinairement bas par rapport à ce qu'il inflige à l'ennemi. Et donc on se demande parfois si si les chiffres sont exacts, parce que les historiens antiques n'ont pas forcément des relevés ou de bonnes statistiques sur les morts dans chaque bataille. Mais en fait, on se rend compte avec la guerre en Ukraine qu'une très grosse armée comme l'armée russe peut très bien se faire en fait non seulement arrêter, mais même en fait repousser, voire écraser selon certains, par une armée beaucoup plus petite qui est peut-être plus motivée, plus organisée. Bon, qui certes a le soutien aussi logistique de l'OTAN, etc. Mais quand même, je trouve que ça met en lumière quelque chose qui avait l'air d'avoir un peu disparu dans les guerres du XXe siècle, où on se dit forcément les très grosses armées qu'on a vues pendant les guerres mondiales ne peuvent pas avoir d'équivalent à ce qu'on a vu dans les conquêtes d'Alexandre. Mais en fait, ce phénomène militaire se maintient, et ça m'a toujours étonné. Oui, c'est très intéressant. Et dans la recherche de ces invariants, on pourrait aussi se demander si il n'y a pas toujours cette idée qu'il n'y a pas de gagnant, en fait, que même le vainqueur, quelque part, a aussi perdu quelque chose, parce qu'il a perdu des hommes, parce qu'il a perdu, dans un rapport aux valeurs, il s'est mal comporté. On trouve évidemment dans la mythologie toutes ces figures de héros qui devraient s'arrêter et qui ne respectent pas le perdant en le maltraitant, en le traînant devant les yeux des autres. Donc finalement, pas grand-chose à changer de ce point de vue-là. Alors, c'est tellement vrai, Charles, qu'il y a une expression proverbiale. On parle d'une victoire à la Pyros. C'est grec. Et quelle est la place à l'époque de la propagande, parce que c'est un sujet éminemment contemporain. On parle beaucoup d'une guerre d'image, une guerre de la communication aussi des deux côtés. En l'occurrence, si on parle de l'exemple russo-ukrainien, à l'époque antique, nécessairement, les moyens de communication ne sont pas les mêmes. Mais quelle est la place dans ces conflits de la propagande ? Il y a quand même d'excellents vecteurs de propagande. Par exemple, les monnaies qui circulent beaucoup et qui sont des porteurs d'images. Il y a les sculptures, notamment le sanctuaire de Delphes, c'est un hub. Tout le monde y passe. Et il y a des maîtres en la matière. Par exemple, Philippe de Macédoine, qui prend soin que toutes ses troupes, avant une bataille décisive pour défendre Apollon, se couronnent d'une couronne de laurier pendant la guerre sacrée. L'information circule très vite, en réalité. C'est petit, c'est un petit monde. Et donc, ça marche très bien. On le retrouve aussi à l'époque hellénistique, au moment de l'affrontement final entre Persée, le dernier roi de Macédoine, et les Romains. Il y a une guerre de communiqués intense qui finit par être gravée dans la pierre. Et voilà, tous ces éléments sont déjà maîtrisés et connus à l'époque. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a deux contextes assez différents s'agissant de la propagande, selon qu'on parle d'une guerre soit civile, soit en tout cas à l'intérieur du même monde, pour les Grecs, soit d'une guerre contre des barbares ou un monde plus étranger.
Et autant effectivement la propagande est très vive et assez agressive s'agissant des guerres civiles et des guerres à l'intérieur du même monde. Pour la partie romaine, entre Octave et Marc-Antoine pendant le second triumvirat, enfin la fin du second triumvirat, Octave évidemment passe son temps à dénigrer Marc-Antoine, à inventer un faux testament qu'il aurait fait contre les intérêts du peuple romain, etc. Mais s'agissant des guerres contre un étranger beaucoup plus lointain, je trouve qu'on voit moins ce phénomène de dénigrement. Et par exemple, on a même le cas inverse où on peut soupçonner Jules César d'avoir un peu valorisé Vercingétorix pour se mettre lui-même en valeur, parce que sinon, s'il gagne trop facilement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et c'est pas très glorieux pour lui. Donc, il a plutôt lui envie de dire que les Gaulois, ils sont quand même assez formidables et que c'était difficile quoi de les battre. Donc, c'est assez intéressant parce que le rapport à la propagande n'est pas du tout le même, je trouve, selon l'ennemi en fait. Oui, et puis on imagine aussi par rapport aux Grecs, dans leur talent de propagandiste, que le fait de maîtriser pas mal les symboles et la beauté, ça peut aider. Puisqu'au fond, si on reprend par exemple l'analyse que fait Hegel de l'art grec, selon lui, c'est l'art le plus beau de tous les temps, pour la raison que finalement, ce qu'ils ont à dire, si on résume, est en parfaite adéquation avec la manière de le dire. Pour le dire vite, les valeurs vont très bien avec la sculpture. Ça veut dire qu'ils sont maîtres dans l'art de faire passer du sens, des valeurs dans la matière, justement, dans la mise en forme sensible. Donc c'est sûr que pour être un propagandiste, ça peut servir d'être la civilisation de la beauté au fond, et de savoir dire dans des formes des choses qu'on ne dit pas dans des mots. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir la différence de mentalité énorme entre la propagande qu'on peut avoir pendant la guerre de 14 par exemple, où on veut montrer que l'Allemand c'est un sous-homme, ou qu'il est cruel, qu'il est méchant, etc. Et une pièce comme les Perses d'Échille, où après la bataille contre les Perses, la pièce n'est pas du tout en train de dire que les Perses sont des gens inhumains ou des gens, et au contraire valorise plutôt leur humanité dans la défaite, et qui valorise donc le rôle des Grecs. Mais enfin l'ambiance est tellement différente, et je trouve est assez liée au fait que là il s'agit d'une œuvre d'art et qu'on en fait quelque chose de plus haut que de la simple propagande évidemment. Oui, mais l'ennemi, de toute façon, l'est jusqu'à un certain point. Alexandre a voulu réunir les races. Et il n'y avait pas de... Enfin, le barbare, c'est un humanisme avant tout, cette civilisation. C'est-à-dire que le barbare est avant tout un homme. Alors évidemment, il y a des cultures qui se sentent supérieures. Les Grecs se sentent très supérieurs. Mais enfin, c'est avant tout un humanisme. Et donc, ça peut être encore bien pire entre Grecs ou entre Romains. Alors avec Auguste dont tu parlais, il y a un petit jeu là quand même un petit peu, on est à la limite parce que il y a Antoine, mais il est avec Cléopâtre. Et évidemment, et en plus c'est une femme. Alors, et là on ménage une transition habile. Tout à fait. Il n'était pas prévu pour tout de suite, mais on peut partir sur cette question, effectivement, j'imagine, de la place des femmes et le rapport homme-femme à l'époque antique. Là aussi, sujet éminemment contemporain. Alors, on en a peut-être une vision un peu caricaturale pour ce qui concerne la période antique. Qu'en est-il réellement, François Lefebvre ? Bon, si on lit les choses... alors déjà, c'est beaucoup mieux à Rome qu'en Grèce, globalement. Mais c'est beaucoup mieux à Sparte qu'à Athènes. Enfin, il n'y a pas une vérité, il n'y a que des cas particuliers. C'est le problème d'Athènes. Vous savez, parce que Athènes est notre référence et en même temps, c'est une exception. Donc, il y a une difficulté réelle d'utiliser les sources. Bon, on peut commencer par citer Sophocle dans Ajax. La parure des femmes, c'est le silence. Bon, il y en a beaucoup qui ne s'en sont pas tus, et heureusement. Alors, aujourd'hui, les études de genre militent beaucoup pour une forme de réhabilitation et mettent souvent en avant des choses qu'on connaît en fait depuis longtemps, il y a qu'à lire les sources. La cité, c'est une communauté de citoyens qui décident, mais c'est aussi une communauté religieuse, c'est une communauté économique, etc., etc. Et hormis dans le domaine de la décision politique, les femmes ont un rôle considérable. Chose que l'on sait depuis fort longtemps. À Rome, elles étaient beaucoup plus turbulentes. Alors la Lex Oppia, je te la laisse raconter, Raphaël. C'est l'histoire du luxe. L'histoire du luxe. Oui, effectivement, c'est dans un cadre de difficulté pour la République romaine encore assez jeune. À ce moment-là, les sénateurs se disent qu'il faut mettre toutes les richesses au profit de la guerre. Il faut donc notamment rassembler les bijoux et tout ce qui peut servir, au contraire, de manière plus efficace à avoir des armes, à combattre, etc. La guerre contre Hannibal, donc c'était sérieux. Exactement.
Et là, ça coince parce que justement, les femmes romaines ne veulent pas se séparer de ces bijoux et considèrent qu'en plus derrière, il y avait probablement cette idée que le luxe en lui-même n'est pas bon, que c'est immoral, c'est quelque chose de très vieux romain comme idée. Caton. Voilà, c'est Caton. Donc c'est une sorte d'ascétisme un peu viriliste qui considère que justement la parure des femmes c'est mauvais en tant que tel et pas seulement pour des raisons économiques là conjoncturelles. Et donc il y a une révolte contre cette loi et qui marche. Enfin c'est puissant. Donc là on voit effectivement une prise de pouvoir des femmes dans l'espace public sur quelque chose qui les concerne directement, mais qui mènera ensuite à des interventions à la fin de l'époque républicaine de femmes, alors là, de manière plus individuelle, mais dans le jeu politique lui-même et sur des questions qui les concernent pas directement elles-mêmes, mais qui les concernent en tant que romaines en général. Et on voit des figures comme Claudia par exemple, qui est la sœur de Claudius, qui joue vraiment un rôle apparemment assez important dans les manœuvres politiciennes au sein de la fin de la République. Mais alors, elles sont terribles, hein, les matrones, hein, parce que au moment donc de l'abrogation de la Lex Oppia, elles se fâchent vraiment. Elles font venir toutes les femmes des environs de Rome. Elles inventent les blocages, interdiction d'entrer au forum si on n'est pas d'accord. Elles séquestrent les tribuns jusqu'à ce qu'ils aient promis de voter pour l'abrogation de la loi. Et elles finissent par l'obtenir. Alors Tite-Live rapporte 2 discours assez anachroniques sans doute, hein, mais peu importe. C'est non è vero e ben trovato, hein, comme on dit. Donc Caton l'Ancien, l'austère Caton, qui est tout à fait pour le maintien de cette loi, alors même que la guerre est gagnée et qu'il n'y a plus de raison de maintenir les femmes dans un non-luxe. Et puis Valérius, qui lui finit par remporter la décision. Mais alors, si on lit bien, je ne sais pas s'il est si féministe que ça, hein, parce que l'argument qui finit par remporter la décision vis-à-vis de ses collègues sénateurs, il leur dit, écoutez, réfléchissez un peu. Pour nous, les hommes, ça serait déjà... Alors, il est très égalitariste, hein, effectivement. Pourquoi les femmes ne tireraient pas, elles non plus, les bénéfices de la victoire? Il leur dit, mais pour nous, les hommes, c'est déjà pénible, ça serait pénible de ne pas pouvoir nous montrer sur notre meilleur jour. Mais, ajoute-t-il, pour nos mulierculae, c'est-à-dire pour nos pauvres petites femmes, qui n'ont que ça pour exister, sic, c'est juste insupportable. Donc c'est en fait un geste, c'est une aumône quoi qu'il leur est faite. Mais enfin, il n'empêche qu'elles ont gagné. Et puis dans la mythologie grecque, quand même, alors évidemment, les dieux sont souvent pas très élégants, voire carrément violeurs ou harceleurs, évidemment Zeus le premier. Reste qu'il y a quand même pas mal de femmes puissantes. Hein. Il y a quand même des femmes puissantes, il y a Athéna, il y a Aphrodite, il y a bien sûr les Amazones, des femmes qui utilisent les hommes comme objets sexuels, qui les dressent pour ça. Et donc finalement, c'est toujours pareil, si on relie cette mythologie avec les yeux d'aujourd'hui, et qu'on essaye de se demander s'il n'y a pas là la naissance de figures de femmes puissantes et qui ne sont pas dans l'ombre des hommes, qui ne sont pas définies que par la pudeur et le retrait et la douceur, qui seront les qualités du féminin que l'Occident après inventera pour que les femmes ne sortent pas de leur petit espace. Les femmes au foyer, les hommes ayant besoin d'aller conquérir, d'aller explorer. Quand même, on trouve dans la mythologie grecque, chez Homère, chez Hésiode, déjà des figures inverses, je trouve. Mais celle qui a la clé du trésor d'Ulysse, c'est une femme, et c'est une esclave en plus, de confiance. Il y a tout dans la mythologie. Hein. La figure féminine dans la mythologie, ça part de Pandore, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas un cadeau, et ça va jusqu'à Athéna, qui est celle qui voit clair même la nuit. La sagesse, elle est féminine, hein, métisse, l'intelligence rusée. Et il y a un phénomène ensuite, à l'époque historique plutôt, qui est intéressant, c'est que à la fois dans le monde grec et le monde romain, c'est l'avènement d'une forme de monarchie, l'empire pour Rome, qui donne plus de place aux femmes. Ce qui est assez logique, parce que en fait la monarchie, parce que, alors même si bon, il y a, ce n'est pas totalement comme ça que ça se passe, mais enfin il y a une filiation qui devient importante pour le pouvoir, et donc ça rend le rôle de la femme évidemment indispensable pour les hommes qui veulent avoir le pouvoir. Et donc ça donne un nouveau pouvoir à des femmes, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de figures féminines connues de l'époque romaine qui sont Agrippine, etc., qui sont plutôt de l'époque impériale que de l'époque républicaine, parce que là c'est un contexte qui est obligé pour les hommes de les mettre en valeur. Et elles s'en saisissent. Et c'est pareil pour l'époque hellénistique, où on voit aussi dans les monarchies héritières d'Alexandre le même phénomène. La dernière reine, le dernier roi hellénistique est une reine, hein, c'est Cléopâtre.
Vous avez mentionné ces manifestations de femmes. Ça nous offre là encore une transition toute trouvée pour parler de la contestation et de la place de la contestation dans l'Antiquité. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir là encore l'image d'un pouvoir assez descendant et d'un peuple assez soumis quelque part à des despotes ou des empereurs ou des monarques assez durs. C'est quoi la place justement à l'époque de la contestation populaire? Alors dans le monde grec, assez peu. Il y a des révolutions, notamment pour renverser un tyran. Ou le contraire, d'ailleurs, pour renverser une démocratie, c'est des luttes de factions. Mais dans l'ensemble, assez peu de contestations sociales. Ce sont de petites communautés, ce sont des démocraties directes. On s'engueule en face, face to face, à l'Assemblée, et ça canalise les choses. En plus, il y a un certain souci tout de même de la communauté, du bien public. Il y a des minima sociaux, il y a des garde-fous. Il y a ce qu'on appelle l'eunomia, c'est-à-dire il faut essayer de garder un bon ordre, enfin quelque chose qui soit convenable et acceptable pour tout le monde. C'est plus le propre en fait il y a pas de manifestation contre la faim par exemple, tout le monde a à peu près, on arrive à préserver l'essentiel. Il y a quelques moments un peu houleux, je crois, Raphaël, à Rome, quand il manque un peu de ravitaillement, hein. Même Néron, je crois, se prend quelques quignons de pain rassis sur la figure. Effectivement, c'est plus houleux à Rome. Alors, ce qui est étonnant à Rome du point de vue de la contestation sociale, c'est d'abord que c'est une cité qui s'est quand même constituée très tôt dans son histoire, en instituant, en codifiant deux catégories sociales, les patriciens et les plébéiens, ce qui est quelque chose d'assez étonnant en fait quand on y pense, parce qu'il y a peu de régimes qui disent d'emblée, il y a tout en se voulant une république par ailleurs, il y a deux catégories de citoyens. Et certes, l'un est plutôt au-dessus de l'autre, mais enfin l'autre a aussi des droits et peut les défendre et a des institutions spécifiques pour les défendre, les tribuns de la plèbe, etc. Depuis la sécession de la plèbe, qui est un peu le premier phénomène justement de manifestation et de protestation contre d'abord notamment le fait de ne pas contrôler ce que dit la loi, ce qui est quelque chose d'essentiel. Et après, alors toute la période du milieu de la République, disons, est moins propice aux contestations sociales parce que Rome est en tension permanente, qu'il y a toujours régulièrement des guerres à l'extérieur, c'est l'expansion, on a toujours peur de l'ennemi, d'Hannibal, etc. Et donc, à ce moment-là, forcément, ça resserre tout le monde autour de ce qui est commun. Mais quand l'Empire commence à ne plus avoir, la République commence à ne plus avoir de vraies menaces existentielles au-delà de ses frontières, là réapparaissent tous les conflits qui étaient en germe, et c'est pour ça qu'à la fin de la République, on voit alors là régulièrement des émeutes et des conflits alors de partisans politiques qui s'entretuent les uns les autres, mais aussi par exemple après la mort de Claudius que je citais tout à l'heure, un homme politique romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, tous ces partisans vont sur le forum et incendient la curie qui est le lieu où se réunissait le Sénat, dans une scène qui rappelle un petit peu ce qui s'est passé au Capitole un certain janvier dernier, et ça a été vraiment un gros événement de la République romaine qui a montré aussi le pouvoir de la foule et qui a fait très peur à tout le monde. Voilà, donc l'émeute est un phénomène beaucoup plus romain que grec, et dans le monde grec, comme par hasard, on va le retrouver dans un contexte qui anticipe largement Rome. C'est l'Alexandrie hellénistique, où il y a, lors des successions, il peut y avoir des émeutes à la romaine, on dira. Mais c'est beaucoup plus rare chez les Grecs. Oui, alors j'aimerais m'adresser aux spécialistes, peut-être avoir un éclairage sur ce peu de révolte, en fait, ce peu de soulèvement populaire, notamment en Grèce. On pourrait imaginer peut-être trois interprétations possibles. D'abord, comme on le dit souvent, mais j'aimerais avoir votre sentiment, on dit souvent que l'individu, au sens de l'individu moderne, donc au sens où nous on l'entend, libre, qui défend ses valeurs, qui sait ce qu'il veut et qui a sa raison, en fait, n'était pas encore né. Auquel cas, ça pourrait expliquer qu'il ne s'associe pas à d'autres pour se soulever. C'est une question. Deuxième question, notamment par rapport aux Grecs, est-ce qu'il n'y a pas l'idée que de toute façon, tout ça relève d'un ordre du cosmos et que de toute façon, on ne pourra pas changer les choses, donc ça ne sert à rien de descendre dans la rue? Deuxième question. Et troisième question, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui n'est pas encore né, qui est l'esprit moderne, de penser que par rapport qu'on peut mettre fin à une tradition, qu'une tradition peut avoir fait son temps, avoir été peut-être bonne, mais ne l'être plus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces trois éléments? Alors, on va les prendre à l'envers. On va partir de la fin. Le fait qu'une tradition, ils sont très liés à la tradition. Le mos maiorum chez les Romains, encore plus fort que chez les Grecs.
C'est sûr qu'il y a toujours une réticence à faire quelque chose de nouveau, res nova, chez les Romains, mais ça va être beaucoup plus romanisé qu'hellénisé, ce concept, à mon avis. Les Grecs changent plus volontiers, je pense. Ah oui, je pense que les Grecs changent plus volontiers. Ils sont moins religieux que les Romains. Ils sont moins religieux que les Romains, et je pense que c'est la principale raison. Alors, le deuxième... c'est l'ordre cosmique implicite. L'ordre cosmique implicite, c'est ce dont j'ai parlé à l'instant, c'est eunomia, Oui. la transcription politique. Dès l'instant que la cité, on va dire, a atteint une forme de maturité, c'est-à-dire 5e siècle, et il y a en place les éléments de régulation qui permettent de résoudre la plupart des conflits, pas tous, mais enfin la plupart, et de leur trouver une solution. Alors ensuite, le fait que l'individu ne soit pas encore là, ça je ne crois pas du tout. Oui. Il n'y a qu'à relire l'horizon funèbre de Périclès dans Thucydide. Le mot qui revient le plus souvent, c'est chacun, chacun, chacun. C'est-à-dire que l'organisation en cité, et spécialement quand elle est de type participatif, isonomique, voire démocratique, eh bien c'est, comme le dit quelque part Hérodote, le régime justement qui permet de concilier au mieux l'intérêt de la collectivité avec la somme des intérêts de chaque individu. Hein, le citoyen, n'importe qui, obouloménos, celui qui veut, peut participer au débat. Donc chacun existe de la même manière, enfin au même niveau. Mais au fond, c'est pour ça d'ailleurs que finalement il y a peu de soulèvements. Parce qu'il y a des modalités de démocratie directe, pour une fois, même si elles ne sont pas parfaites, même si elles sont balbutiantes. C'est ça la vérité. Et à Rome, forcément, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas les mêmes phénomènes, que c'est plus gros aussi, en tout cas à une certaine époque, que donc on peut pas faire on n'a pas les mêmes systèmes, on peut tous se réunir à l'Assemblée et régler le problème. Donc c'est pour ça que c'est plus violent, c'est pour ça que c'est plus difficile aussi de faire des révolutions. Et effectivement, François Lefebvre l'a très bien dit, l'aspect des rites religieux est encore plus important à Rome qu'en Grèce. Et donc pour faire une révolution, ça voudrait dire enfreindre beaucoup de lois et de choses un peu superficielles, mais qui comptent pour les Romains, qui étaient faites par le passé et qu'on ne peut pas changer. C'est pour ça que quand Auguste fait ce qui s'apparente en fait à une révolution dans la manière dont on gouverne l'État romain entre la République et l'Empire, en fait, lui, son intelligence, c'est de réussir à tout changer, mais alors vraiment à tout changer en plus dans la manière dont l'Empire est administré, gouverné, etc., en faisant semblant de restaurer une tradition antérieure. Donc toute la propagande d'Auguste, c'est de dire en fait, je vous ramène à un État dont on s'est privé et qui avait dégénéré avant, et comme ça, on va retrouver notre grandeur d'antan. Mais en fait, tout ce qu'il met à l'intérieur de ça et derrière ces mots-là, c'est des choses totalement nouvelles et qui adaptent en fait le fonctionnement de la République à un vrai empire international. Enfin, moi j'ai une question, Raphaël, ça m'a toujours cannulé. Qui était dupe? Et il n'y a pas d'institut de sondage, hein, si, le cirque, mais bon, peut-être pas à ce niveau de précision. Je pense que pas grand monde n'était dupe, et il y a une phrase de Lucien Gerfagnon que j'aime bien, qui dit qu'il faut pas sous-estimer dans l'histoire le rôle de la fatigue et de la lassitude, et qu'en fait, après quasiment un siècle de guerre civile à Rome, tout le monde était juste content d'avoir quelqu'un qui avait enfin proposé une solution, et puis on va arrêter de se taper dessus, et on va dire d'accord, et on va tous faire semblant d'y croire, parce que sinon... Il est arrivé au bon moment, et là on retrouve un concept éminemment grec, kairos. Charles, du coup. J'ai l'impression qu'une perche m'est tendue pour développer un peu ce concept. Alors, vous savez, le kairos, c'est l'occasion favorable, le moment opportun. C'est aussi un dieu chauve, donc difficile à attraper quand il passe devant. Mais heureusement, il a une petite queue de cheval à l'arrière de la tête pour le saisir. Ça veut dire qu'il faut avoir l'œil, comme ça, le coup d'œil, pour saisir le kairos au moment où il passe, où il se présente. Et je crois que ce qui est passionnant dans cette réflexion, c'est la question qui est posée implicitement. Comment on fait pour saisir une occasion? Ça peut être politiquement, ça peut être dans l'histoire, ça peut être du point de vue de l'entrepreneuriat, ça peut être dans la vie privée, la vie amoureuse. Et là, il y a deux grandes réponses. Soit il faut essayer de la saisir et viser de façon insistante et volontariste et être précis dans son attente. Soit il faut au contraire être relâché, disponible et voir passer une occasion qui n'est pas celle qu'on cherche. Et évidemment, la réponse est entre les deux. Si vous n'avez aucune attente, vous ne verrez rien passer. Mais si vous êtes trop focalisé sur votre attente initiale,
vous n'aurez pas la disponibilité et l'ouverture du regard qui vous permettra de saisir l'occasion. Donc si votre célibat vous pèse, si vous avez aussi, du point de vue de vos études, des hésitations comme ça sur des, il faut à la fois avoir une attente et en même temps avoir un rapport relâché à cette attente initiale. On pourrait dire être attentif et en même temps dans une disponibilité à l'égard de l'inattendu aussi. Voilà. Et là, Charles, vous venez de résumer en quelques mots tous les travaux et les jours d'Hésiode. Merci. Lisez-le quand même, il y a des bonnes choses dedans. Je voudrais qu'on revienne sur un élément qu'on a abordé très brièvement tout à l'heure. Vous mentionniez, Raphaël, Octave et ce faux testament qui circulait. C'est quoi la place de la vérité sous-entendu, c'est quoi la place du mensonge à l'époque, et notamment politiquement, mensonge qu'on connaît maintenant. Alors il y a le terme un peu sanctuarisé qui est celui des fake news, qui évidemment ne s'applique pas totalement à l'époque antique. Mais c'est quoi justement, si on en revient à ces questions de propagande qu'on a abordées, c'est quoi la place du mensonge et de la vérité, notamment à la période romaine? Bon, évidemment, c'est très présent, mais là, comme disait François, il y a des invariants humains et tout le monde ment tout le temps, à toutes les époques et dans tous les contextes. Donc évidemment que c'est présent. C'est pas forcément présent, je pense, là où parfois on le dit. C'est-à-dire que souvent, pas mal d'historiens critiquent beaucoup la guerre des Gaules de César en disant oui, mais il fait ça pour sa propagande, etc. Je pense que c'était pas si facile que ça de mentir dans un récit comme la guerre des Gaules, parce que malgré tout, il y avait tout de même pas mal de légionnaires qui avaient fait la guerre eux-mêmes, qui revenaient à Rome ensuite. Il y avait plein de gens au Sénat qui avaient fait les allers-retours, qui pouvaient donc quand même savoir de quoi il s'agissait et ce qui s'était vraiment passé. Donc, il peut enjoliver un peu, mais enfin, il peut pas non plus inventer totalement des choses délirantes parce que ça serait su et ça aurait paru absurde. Après, par contre, on sait très bien qu'il y a eu des gros mensonges justement dans le cas extrême, c'est les guerres civiles, parce que là, ça s'y prête très bien. On peut inventer tout ce qu'on veut sur la vie privée des uns et des autres et répandre des rumeurs horribles. Donc ça, on le voit beaucoup entre Cicéron et Marc-Antoine, entre Marc-Antoine et Octave, entre César et Pompée. C'est vraiment très présent et c'est quasiment admis. Dans le monde grec, je laisserai la parole à François. Dans le monde grec, il faut partir du début, comme toujours, c'est-à-dire Homère. Le héros préféré des Grecs, c'est Ulysse, et Ulysse est le plus grand bobardeur qui n'ait jamais existé, évidemment. Après, dans les personnages historiques, je pense que la palme revient à Thémistocle, qui lui avait pratiqué déjà les fake news au carré, c'est-à-dire que il trompait l'adversaire en lui disant la vérité, mais il choisissait le bon moment pour le faire. Voilà. Après, il y a une question technologique quand même qui est posée. Est-ce que la technologie change la donne de l'effet des fake news sur la politique? À vrai dire, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le problème de la viralité, c'est que la fake news est balancée, et après, peut-être, elle sera rectifiée, mais l'effet viral de la rectification correspondra grosso modo à 5 ou 10% de l'effet de la fake news initiale. C'est pour ça que des gens comme Donald Trump ou autres le savent très bien. Ils savent qu'un jour, ce sera démasqué, mais simplement, ça ne changera rien, ça aura produit un effet qui sera largement supérieur à l'effet de la rectification. Et aussi pour une raison qui est que cette technologie a créé un régime des affects particulier qui fait qu'on est tous beaucoup plus en éveil et touchés par le fait de voir une information qui vérifie ce qu'on croit déjà, plutôt que capable d'accueillir une information qui vient nous obliger à changer notre opinion. C'est de l'ordre de 1 à 10. Du coup, la question que cette réflexion historique pose, c'est est-ce que c'était déjà pareil à l'époque avec d'autres technologies qui étaient plus la rumeur, mais est-ce que déjà il y avait ce problème? Ou alors est-ce qu'il est inédit et propre à notre époque, ce qui nous mettrait dans une sorte d'enfer inédit? Moi, mon sentiment, mais je suis pas un spécialiste, j'écoute vos éclairages, c'est que c'est bien pire aujourd'hui, et qu'aujourd'hui on est dans une déréalisation, on est dans un monde qui est le monde de la fin de la vérité, comme on le dit un peu en philosophie, alors que c'était pas le cas avant. Avant, il y avait de la ruse, de l'hypocrisie, du jeu, de la manipulation, mais peut-être que il y avait encore plus qu'aujourd'hui la possibilité, au fond, de rectifier et de dire voilà, là je vous ai embrouillé, mais bon, maintenant vous avez la vérité. Aujourd'hui, les gens, ils sont tellement collés comme ça, leurs affects sont tellement collés à ce qu'ils veulent en recevoir que finalement,
on leur donne quelque chose qui les conforte, et même si après ils apprennent que c'était faux, ils disent mais c'est pas grave, et ça change rien en fait à leur assentiment, à leur adhésion, et peut-être le problème est là. Oui, juste une remarque, Raphaël. Nous faisons beaucoup de parallèles là, en ce moment entre l'Antiquité et entre cette histoire antique qui en fait n'est pas ancienne et le monde d'aujourd'hui. Il y a quand même, il y a deux variables qui sont fondamentales et qui modifient effectivement beaucoup de choses. Et votre remarque m'y fait penser, je voudrais y insister. Les deux différences fondamentales, c'est l'échelle. Nous parlons dans l'Antiquité d'un monde vide. Alors, ça ne veut pas dire que la globalisation n'existe pas, elle existe, hein, à l'époque hellénistique. On sait très bien ce qui se passe du côté de la Chine, etc. Enfin, Ératosthène, dans son système géographique, a déjà l'intuition qu'il y a un grand continent au-delà de l'océan, qui est l'antisymétrique de l'Eurasie, etc., etc. Bon, mais enfin, ça n'est pas les mêmes échelles. Et ensuite, il y a le fossé technologique, évidemment, et ça modifie beaucoup de choses, certainement. Raphaël, ton opinion là-dessus? Non, je suis tout à fait d'accord. Clairement, là, la viralité aujourd'hui, c'est le rythme en fait auquel ça va, qui fait que on change de nature. Enfin, la rapidité crée quelque chose de vraiment nouveau. Mais après, si on veut s'amuser à chercher quand même une sorte d'ancêtre à ce phénomène-là, ce que je verrais de plus proche des réseaux sociaux, c'est dans un certain milieu, dans une certaine élite, en tout cas à Rome, mais je pense que c'est pareil à l'époque au moins hellénistique, c'est les correspondances. Tout le réseau de correspondances entre les principaux personnages de la vie publique à Rome, ça on connaît très bien par exemple la correspondance de Cicéron, qu'on a quand même dans un degré de détail assez hallucinant, et où on voit souvent justement, d'abord il reçoit 3 à 4 messages par jour, avec des gens qui font des allers-retours en permanence, soit des esclaves, soit des amis qui profitent, tiens tu vas à Rome, je te passe 3 messages et tu vas aller. Et dedans on voit souvent d'ailleurs des cas où un ami de Cicéron le prévient qu'il y a quelqu'un qui a dit ça au Sénat sur lui, il faut absolument que tu écrives à tout le monde pour dire que non, c'est le concert qui s'est passé, etc. Et ça explique aussi pourquoi ils veulent tous écrire leur propre histoire. Cicéron, il voulait faire l'histoire de son consulat. Et tous veulent laisser leur mémoire justement pour corriger peut-être préventivement ce qui pourrait se dire sur eux par d'autres gens et qui va se répandre par des lettres dont ils auront peut-être eux pas connaissance, comme s'ils avaient été bloqués sur Twitter, mais comme ça au moins ils peuvent essayer de réparer ça de manière publique. Donc je pense que c'est le premier embryon de ça. C'est intéressant. Et après je pense que la vraie différence c'est sur l'absence d'immédiateté et l'absence d'un affect qui colle comme ça dans la réactivité à une information. Et même si ça va prendre 2 jours, ça change tout de penser que l'autre va mettre 2 jours à accéder à ma réponse. Et du coup, on va éviter plein de phénomènes comme ça d'accélération, de viralité, et peut-être échapper à une certaine forme de régression comme ça, de régression grégaire. Il y en a d'autres évidemment, mais peut-être que celle-là, elle nous est réservée, quoi. Et d'ailleurs, c'est une question. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire par rapport à ça? Est-ce que c'est pas à chacun d'entre nous, là où on est, dans nos métiers, notre rapport à la technologie, à nos élèves, à nos enfants, de réapprendre ce que le psychologue du développement du cerveau de l'enfant, Olivier Houdet, appelle l'inhibition. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à s'inhiber. C'est-à-dire, en fait, oui, j'ai une opinion, mais en fait, je vais l'examiner un petit peu avant de la dire. J'ai envie de réagir à une info, mais je vais peut-être m'arrêter. J'ai envie de te dire ça, mais je vais peut-être m'inhiber. Et ce terme d'inhibition est assez important. Et quelque part, dans la mythologie grecque, il y a cet éloge aussi, parfois, de cette inhibition. Il y a des héros ou des anti-héros qui sont condamnés parce qu'ils n'ont pas su se retenir, voilà. Donc, c'est tout. C'est déjà pas mal. Vous avez mentionné, Raphaël, je crois tout à l'heure, brièvement, Donald Trump. On a évoqué cette idée de post-vérité, cette idée de fake news dont on retrouve des prémices à l'époque, notamment à l'époque romaine. Votre livre, celui que j'ai mentionné tout à l'heure, s'appelle « Quand Rome inventa le populisme ». Alors, j'aimerais bien qu'on développe un peu cette idée de comment Rome a inventé justement ce populisme qu'on voit revenir aujourd'hui de manière très forte politiquement. Alors, ça rejoint effectivement ce dont on parlait tout à l'heure, notamment cette période de la fin de la République romaine où il se passe beaucoup de choses et où, en fait, après donc les conquêtes, les principales conquêtes romaines, une partie de la population, d'abord, ne se sent plus menacée directement et donc se permet d'avoir des revendications plus fortes qu'avant. Et en plus, se trouve un peu coincée parce que les conquêtes ont donné un afflux d'esclaves qui est venu cultiver les terres en Italie pour des grands propriétaires qui en fait n'emploient plus les citoyens romains et qui eux n'ont plus de terres et n'arrivent pas à en récupérer même sur les nouvelles terres qui se sont acquises grâce aux guerres. Et donc ça crée un sentiment d'inégalité profonde et certains politiciens romains
qui viennent tous en général de l'aristocratie, se disent tiens, il y a quelque chose à jouer ici, je peux être le défenseur de ces gens-là, et comme ça, je vais pouvoir écraser toutes les autres familles, puisque la politique romaine à ce moment-là, c'est un peu comme Game of Thrones, c'est des familles qui sont des sortes de clans, chacune rivalise pour le pouvoir, et jusqu'ici, elles jouaient un peu selon les mêmes règles. Et là, on voit apparaître à partir des Gracques, donc à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, des gens qui se disent tiens, si je sors un peu de la boîte, je vais dire justement en quelque sorte que je trahis mon milieu pour mieux vous défendre vous les citoyens pauvres, vous la plèbe, etc. Et je vais le faire d'autant mieux que justement moi je sais comment ça marche de l'intérieur, etc. Et donc on voit des personnages qui dénoncent ce qu'on appellerait aujourd'hui le système, mais eux ne parlent pas comme ça, mais enfin c'est pas si loin non plus dans les discours d'un Marius par exemple qui est l'oncle de César, qui justement fait partie de ce que les Romains donc appelaient les populares et que je traduis par populisme parce qu'en fait c'est les mêmes connotations. On voit donc c'est un discours très anti-élite qui, par exemple, reproche aux politiciens traditionnels d'avoir été étudiés les lettres grecques, de parler grec entre eux, et donc de ne pas être vraiment romain, d'être trop sophistiqué aussi, de jargonner, de faire la langue de bois. Et Marius, lui, se revendique de ne pas avoir lu le livre et dit moi, ce que je le sais par mes campagnes militaires. J'ai été un vrai soldat, j'ai été sur le terrain, comme on dirait aujourd'hui, contrairement aux autres qui eux croient avoir appris la politique, mais par les livres. Donc c'est quelque chose la comparaison est assez évidente. François. Phénomène très... En Grèce, il y a ce qu'on appelle la démagogie, qui n'est pas un concept péjoratif. À l'origine, ça veut dire simplement conduire le peuple, mais pour son bien. Ensuite, il a pu y avoir des surenchères, mais ça n'a jamais pris... on ne connaît ça que pour Athènes. Hein, ça n'a jamais pris l'importance que c'est un phénomène typiquement romain. Ça s'est limité à quelques individus dans le monde grec. Donc là, c'était Raphaël qui avait la main, vraiment. Tout à fait. Charles, vous vouliez ? Tout ça. Non, c'est bon. Ok, super. Parmi les nombreuses questions qu'on peut aborder et sur lesquelles on peut tisser des parallèles, il y en a une qui forcément, en tant que professeur, pour deux d'entre vous au moins, va vous toucher. C'est la question de l'éducation. Alors, on a cette image de la Grèce, notamment, je me tourne vers vous, François, comme étant une espèce de berceau de la naissance de l'éducation, de la transmission. Est-ce que c'est si réel que ça, d'ailleurs, et qu'est-ce qu'on sait de la condition enseignante à l'époque grecque ? C'est une des parties de votre livre, c'est une de celles qui m'a le plus surpris, je dois dire. Oui, on pourrait en dire autant des médecins. Hein. Tout à fait. Mais n'allons pas trop vite. Bon, les Grecs, je pense, ont inventé un concept qui se rapproche assez de notre culture, enfin de ce que nous appelons la culture. Aux yeux des Romains, ils passent beaucoup de temps à réfléchir à l'éducation. Cicéron raille un peu la réformite dans les programmes et ce genre de choses. Bon, en réalité, le tableau est un peu moins reluisant. C'est-à-dire que il n'y a guère d'école autre que privée avant le IVe siècle. Aristote doit être le premier à dire qu'il faut qu'il y ait une éducation commune pour tous les citoyens, parce qu'ils sont chacun un atome de la cité. Et ensuite se développe l'idée que cela doit être pris en charge par l'État sur des fonds publics. Et Polybe, à l'époque hellénistique, finit par dire que lorsque les Rhodiens acceptent des dons importants de rois étrangers pour financer leurs écoles, ils font quelque chose qui est inadmissible parce que c'est le dernier domaine dans lequel on doit perdre son indépendance. Concrètement, on sait très mal comment ça marche. On sait juste par les très rares textes qui sont des décrets inscrits, des inscriptions, que les profs étaient pas bien payés du tout, que les profs de lettres étaient mieux payés que les profs de gym, les profs de musique pas trop mal aussi, qu'il y avait des classes surchargées et qu'en pareil cas c'était à l'équivalent du ministre de l'Éducation nationale. N'oublions pas que ce sont de toutes petites communautés qui devaient trancher le problème. On a un texte assez amusant où on remercie un des ministres en question, ça s'appelle pédonome en grec, d'avoir remis de l'ordre dans les établissements parce que visiblement il y avait du bazar. Donc j'imaginais un ministre de l'Éducation nationale à poigne, si vous voyez ce que je veux dire. Rien de plus. On est beaucoup plus renseigné sur l'éducation supérieure, philosophie, rhétorique, qui coûtait cher. Il n'empêche que le système de la cité grecque ne peut se concevoir que si l'immense majorité des citoyens savent lire et écrire.
C'est une civilisation hyper alphabétisée. Et ça, c'est absolument indiscutable. Qu'est-ce qu'on peut en dire à Rome ? Il y a plusieurs choses, effectivement. On ne sait pas forcément très bien ce qui se passe dans les premières années de l'éducation. C'est ce qui est moins renseigné. À Rome, il semble quand même qu'il y a une chose assez étonnante, c'est qu'il y ait des écoles mixtes, avec des petits garçons et des petites filles. Mais en Grèce aussi. Et en Grèce, voilà. Ce qui peut paraître étonnant aujourd'hui, mais en fait, la toute première éducation se fait en même temps. Alors, ce qui est amusant avec les Romains, c'est que, à la période où ils ont un empire suffisamment vaste, ils commencent à voir le rôle que l'école peut jouer aussi pour unifier les populations et pour essayer de construire une culture commune. On voit ça par petits bouts. Alors c'est pas du tout la Troisième République et son côté unificateur et systématique, mais on voit par exemple un général romain comme Sertorius, qui est un général rebelle et qui s'établit en Espagne contre l'autorité du Sénat et qui a besoin de nouvelles troupes. Il faut bien qu'il les recrute quelque part, donc il le fait sur place. Et comme ce sont plutôt pas des Romains en général, ils se décident à fonder une école. Et dans cette école, les petits ibères donc viennent et apprennent le latin, les lettres latines. Ils portent la toge. Il leur fait même porter la bulle, qui est le petit pendentif que portaient les enfants romains. Et après, il y a une scène où on voit les parents donc c'est plutôt des élites locales ibériques qui viennent assister au défilé de leurs enfants en toge, qui trouvent ça formidable. Et ça lui sert en fait à s'acquérir une clientèle et ensuite à avoir des troupes pour sa rébellion. Et c'est assez intéressant de voir ces premières prémices de l'idée que l'école en fait peut aussi jouer un rôle, alors là de propagande ou de contrôle aussi sur les populations conquises. Alors un petit fait amusant, alors qui nous ramène vers tes terres, Raphaël, puisqu'on est au IIIe siècle. On a frôlé la guerre scolaire à l'époque de Julien l'Apostat, qui a voulu interdire la profession d'enseignant à tous ceux qui s'étaient convertis au christianisme, pour le motif qu'ils avaient un enseignement trop critique vis-à-vis de la culture classique, donc de la mythologie, enfin de tout ce qui la sous-tend. Julien est mort très vite, et son édit a été abandonné avec lui. Il n'a régné que 2 ans. Vous savez, Julien l'Apostat, c'est l'empereur parisien, parce qu'il avait été sacré en fait ici. En réalité, tout montre que il y avait en fait une forme de laïcité dans l'enseignement. C'est-à-dire que chrétiens et païens se référaient au même fond culturel, ne faisaient pas de prosélytisme et en réalité avaient une pratique très neutre de l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors évidemment, il y a très peu d'éclairage sur ce genre de choses, mais là, il y a un focus qui est tout à fait étonnant à cette époque, à ce moment-là. Et on revendique justement l'héritage, le bel héritage des valeurs antiques païennes qui peuvent être. Il y a un beau texte de Saint Basile qui dit mais non, les jeunes chrétiens doivent connaître toutes ces choses-là parce que elles participent de la formation. Il y a de très belles choses. Par exemple, lorsque Ulysse a un geste de pudeur devant Nausicaa, eh bien c'est très chrétien. Mais alors toutes les écoles de philosophie, les stoïciens, les épicuriens, les aristotéliciens, les cyniques, les platoniciens, donc elles étaient de type privé en réalité, mais elles n'avaient aucune relation avec quelque chose de public ou de... D'échange d'idées, de lobbying, de tout ça, certainement. Ouais. Mais de financement, non, pas du tout, non, pas à ma connaissance. Non, mais on pouvait même imaginer de circulation d'idées. C'était même très très important. Quand vers 155 avant notre ère, quand Athènes a un message important à faire passer à Rome, il s'agit juste de récupérer quelques arpents de terre à la frontière de la Béotie, mais ils envoient ceux qu'on appelle les scolarques, c'est-à-dire les chefs des écoles, Carnéade et compagnie, pour aller plaider la cause à Rome, parce qu'on considère que Athènes a inventé le soft power. Vous savez, c'est ces ex-grandes puissances qui finissent par devenir des puissances moyennes, qui s'auto-intronisent patrie des droits de l'homme et qui, ce qui est extraordinaire, finissent par en convaincre la terre entière. Bon. C'est ce qu'ont fait les Athéniens, bien avant d'autres, de manière clinique, très très concertée. Et donc ils ont recours à cet artifice. Et total, Raphaël, ça met beaucoup de bazar à Rome, raconte un peu ce qui se passe, et la réaction de Caton et d'autres. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, Rome a une tradition d'expulsion des philosophes, avec l'idée que justement, ce sont des gens qui viennent et qui vont remettre en question le mos maiorum dont parlait François tout à l'heure, et qui est donc assez mal vu. Mais enfin, c'est une période qui a passé assez vite quand même dans l'histoire romaine, puisque après, les philosophes grecs ont quand même vraiment table ouverte à Rome et sont extrêmement influents, surtout pendant l'époque impériale, où ça devient très présent. Puis aussi toute la formation des jeunes romains, en tout cas assez privilégiés, mais pas non plus que l'élite absolue, parce qu'on a des gens aussi moins riches qui font ce voyage-là, qui donc voyagent en Grèce, à Rhodes, à Athènes, etc., pour aller voir les meilleurs maîtres de philosophie
et de rhétorique. Et c'était quasiment un passage obligé, un peu comme Erasmus aujourd'hui ou les voyages à l'étranger. C'est vraiment cette idée-là. Et ce qui a le même effet aussi, on parlait des populistes, mais justement de méfiance de la part, des populistes qui disent regardez, tous ces gens-là, ils sont allés étudier en Grèce, c'est pas bien, ils reviennent, ils parlent comme les Grecs, c'est terrible et vous avez besoin de vrais Romains. Donc il y a le même effet. Je finis juste l'anecdote. Qu'est-ce qui se passe lorsque les scolarques arrivent à Rome? Eh bien, auprès de ces pauvres Romains qui théoriquement devraient être des brutes pas trop dégourdis, eh bien, ils ont un tel succès dans leurs conférences comme ça dans la rue, dans les basiliques, sur le forum, etc., que les autorités craignent pour l'ordre public. Et à la fin, on préfère donner toute satisfaction aux Athéniens, on leur accorde leurs 3 arpentaires et hop, on expulse par ici la sortie, de peur que ça nuise aux bonnes habitudes. Mais juste un truc, il n'y avait pas à destination de la citoyenneté pour que les hommes, les rares élus puissent argumenter, débattre et voter. Il n'y avait pas d'éducation publique. Ah non. C'était finalement que les familles. C'est dans la famille. Voilà, c'est ça. Dans la famille. Et après, sur le terrain, alors après, on pouvait lire, Démosthène a appris son métier en lisant 7 fois Thucydide, qui est parsemé de discours. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, j'y étais pas. Mais et donc, ça se faisait comme ça, tout ça, sur le tas, en fait. On peut noter quand même l'efficacité de ce soft power que vous avez décrit, François, parce que Charles, la preuve, plus de 2000 ans après, on utilise encore, 50 millions de Grecs en est une bonne illustration, on utilise encore la puissance mythologique, notamment grecque, pour essayer de mieux comprendre notre époque. Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est quand même une énigme sur laquelle il faut s'arrêter. Comment il peut y avoir tout dans un seul livre? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Combien était-il pour l'écrire? Existait-il? C'est vrai qu'on a l'impression que, voilà, dans Homère, il y a tout, en fait. C'est assez troublant. D'ailleurs, je pense qu'il faut pas se jeter tout de suite dans l'interprétation, et il faut essayer d'abord de réussir à s'étonner, devant le fait qu'il y ait autant de choses. Alors, c'est pas le seul texte, voilà, il y a aussi beaucoup de choses, dans la Bible, par exemple, dans la Bhagavad Gita, il y a beaucoup de choses. Mais quand même, il y a quelque chose d'assez énigmatique, il y a des textes comme ça qui sortent et qui, quelque part, disent tout, et de toutes les manières possibles, sont ouverts à une infinité d'interprétations. Moi, ça m'a vachement intéressé, parce que quand je me suis mis à faire ces bandes dessinées avec Jules, il y a quelques années, j'avais déjà plus de 40 ans, et j'avais pas relu Homère depuis que j'étais ado, quoi. Et donc, en fait, j'étais pas prêt. Quand j'étais ado, j'avais pas bien compris, en fait. Ça me paraissait plutôt des blagues, un peu grossières, ou des récits comme ça pour s'endormir, un truc d'enfant. Et là, en lisant ça à 40 ans, à 45 ans, je me suis dit quand même, il y a quelque chose de magique, quelque chose d'une densité, d'un humour aussi complètement dingue. Oui, mais c'est insondable, Homère. Et moi, je l'ai lu, dans une collection pour enfants. À l'âge où vous l'aviez lu, donc la première fois, et je me souviens très bien que L'aurore aux doigts de rose. J'avais beau aimer les matchs de foot, comme tous les petits garçons. Mais L'aurore aux doigts de rose, ça m'avait fait pleurer et j'avais dit je ferai ça. Ah oui? Ah oui. Et voilà le résultat. Moi, j'ai une question pour tous les deux. Je me suis demandé, mais c'est une théorie qui n'a aucun fondement autre que ce que je me suis dit, que c'est une civilisation à l'époque homérique où il y a très peu d'images, où les gens sont pas abreuvés d'images du tout, qui aiment les images parce que ils en produisent autant qu'ils peuvent, et l'invention de la peinture, etc. Mais quand même, qui est beaucoup moins soumise aux images que nous ne le sommes aujourd'hui. Et donc, comme Homère justement brille notamment par les images, parce que je pense c'est la manière dont est fait le texte homérique, ça repose sur la fameuse aurore aux doigts de rose et toutes les autres. Est-ce que ça produisait pas un effet quasiment psychique sur le cerveau des auditeurs qui était plus puissant que ce qu'il a sur nous, parce que nous sommes habitués à avoir des images tout le temps, et que donc l'effet d'une poésie par image est peut-être un peu moins étonnant que celui qu'il pouvait avoir sur des Grecs pour qui ça devait être quelque chose comme une sorte de kaléidoscope incroyable. Donc, je me suis demandé si ça expliquait pas aussi la réussite extraordinaire. Sûrement. La parole en général et la parole poétique particulièrement imprime le cerveau à cette époque-là beaucoup plus que pour nous aujourd'hui, sûrement. Les sens se compensent. Nous avons les yeux sursaturés. Je pense que pour eux, beaucoup plus passait par l'oreille et l'intériorité. J'imagine les choses comme ça en tout cas, mais je ne sais pas, Charles. Alors déjà, on raconte parmi les 1000 choses que Homère, s'il a existé, aurait pu être aveugle. Donc déjà, ça pourrait expliquer.
Après, je suis pas sûr qu'on ait perdu ça. Donc nous, on est dans une civilisation saturée d'images pauvres. Voilà. C'est ce qu'on dit par exemple de la pornographie, c'est que ça vient fatiguer, user, simplifier le désir, parce que c'est des images pauvres, avec des schémas répétitifs, des scénarios répétitifs, alors que la véritable image, elle est singulière, elle est poétique, elle est onirique, et elle ouvre à une vie intérieure beaucoup plus profonde. Mais moi, ma conviction, c'est qu'on n'a pas perdu ça. C'est juste là, en veille, il faut aller les chercher. Mais on n'a pas changé d'un point de vue anthropologique. Donc on reste extrêmement sensible aux images, et la littérature d'aujourd'hui, la poésie d'aujourd'hui, ben, ça fonctionne avec des images comme Homère. Je crois que s'ils y étaient si sensibles, c'est aussi tout simplement parce que le texte est dingue, tout simplement. Et qu'il a été comme ça par sédimentation successive, dans une tradition orale, peut-être qu'à chaque fois le meilleur est resté aussi. Ça on n'arrive pas à l'imaginer. Mais on peut imaginer qu'ils aient été très nombreux, qu'ils se soient succédés dans le temps, et que finalement ce qui s'est retrouvé écrit, c'est le meilleur du meilleur du meilleur. Parce que en fait, par exemple, si vous, dans votre métier, vous parlez beaucoup, si vous avez un sujet que vous développez beaucoup dans un cours, dans une conférence, vous allez vous apercevoir qu'avec le temps, il y a une sélection, des images qui marchent pas, on les abandonne, parce qu'elles marchent pas, on se prend des vents. Et puis celles qui marchent, on les affine, on les creuse, et elles vont rester. On peut imaginer qu'il s'est passé ça sur des centaines d'années, dans une tradition orale. C'est le cas. C'est le cas. C'est ce qui s'est passé. C'est une décantation. C'est sûrement une décantation. Ce qui n'enlève rien au génie de celui qui a finalement arrêté le curseur. Ouais, tout à fait. Parce qu'il a dit, c'est là, c'est bon, c'est comme ça, et puis ce sera pas autrement. Oui, parce qu'il y a peut-être aussi quelqu'un, qui n'est peut-être pas Homère, qui est quelqu'un, qui à un moment a eu une vision, un discernement, pour arrêter quelque chose. C'est vraisemblable. Un ou deux, mais plutôt deux. Mais c'est vraisemblable que quelqu'un un jour a décidé de... Non, mais enfin, c'est ce qu'on considère en ce moment. Mais ce sont des siècles et des siècles de maturation et de décantation. Mais il y a quelque chose qui complète, qui est entre les deux. Hein. C'est l'art de la description chez Homère. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image, mais sur un bouclier, il représente l'univers entier. Hein. Bouclier d'Achille. Ce travail de décantation, effectivement, qui fait aussi la richesse d'Homère, ça montre aussi, je trouve, pour reprendre ma casquette romaine, le génie de Virgile, qui lui est tout seul, par contre, pour faire l'Énéide et qui fait quelque chose qui essaye de se mettre au même niveau que Homère. Alors on peut juger que c'est peut-être pas exactement au même niveau, mais enfin ça a été un classique instantané, Virgile, pour les Romains. C'est devenu vraiment tout de suite, à Pompéi, il y a des graffitis avec les premiers vers de l'Énéide, donc et c'est pas si longtemps après. Enfin, donc c'est devenu très très rapidement quelque chose qui pour les Romains était aussi. Mais comme poésie nationale. Comme poésie nationale, mais bon, le génie poétique était là aussi. Et c'est vrai que la question qui est posée, c'est au fond, qu'est-ce que le génie ? Est-ce que c'est le résultat d'un passé ? C'est-à-dire qu'il y a, voilà, ce que vous disiez joliment, une décantation, etc. Ou est-ce que c'est le contact avec autre chose, qui n'est pas le résultat du passé, qui vient d'ailleurs ? Je laisse la question ouverte. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous les trois pour votre temps et vos réponses. Puis à très bientôt pour une nouvelle rencontre éclairage.